Nicolas Pouvremonti nous a rejoint. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. On est toujours avec Chana Lousteau, Thomas Bonnet, Kevin Bossuet qu'on vient d'entendre, Cyril Bonnefoy pour la météo, Corentin Alonso, également une histoire que vous nous racontez ce matin, Corentin, vol de médicaments anticancéreux. 1 million d'euros de médicaments anticancéreux qui ont été volés. Les informations de Corentin dans un instant. Tout d'abord, Mayotte. Le président de la République a atterri à Mayotte. Il était aux alentours de 7h30. Il est arrivé avec Brigitte Macron. Il va être question évidemment de la reconstruction de Mayotte, bien sûr, après la tempête, après la tempête Chido. Mais le cœur du problème de Mayotte, et c'est pour ça que vous êtes là, Nicolas Pouvremonti, vous n'êtes pas météorologue, le cœur du problème, même si la tempête Chido a provoqué des dégâts monstrueux, il va falloir reconstruire, c'est évident. Et on pense à toutes les victimes, bien sûr. Mais le cœur du problème de Mayotte, c'est l'immigration. C'est l'immigration illégale, c'est la matrice, quoi. Absolument, c'est-à-dire que la catastrophe de Chido a été le révélateur d'une situation de saturation que subit Mayotte depuis des années. D'abord et avant tout du fait de l'immigration, c'est-à-dire que la population de l'île a doublé en 20 ans. On a au moins la moitié de la population, de l'archipel plutôt, qui est de nationalité étrangère, un tiers de la population qui est en situation irrégulière, à 90% originaire des Comores. Ça a des impacts sur tous les aspects de la vie de Mayotte, et notamment sur le logement à Mayotte. C'est-à-dire que la moitié des habitations à Mayotte sont des constructions précaires, en tôle, en végétal, qui sont d'abord habitées par des étrangers en situation irrégulière, qui ont été les premiers touchés par le caractère meurtrier de Chido. Oui. Qu'est-ce qui a changé à Mayotte depuis la dernière visite d'Emmanuel Macron, en termes migratoires ? Écoutez, à ce stade, pas grand-chose. Il y a eu une petite actualité parlementaire tout de même, c'est-à-dire qu'il y a un texte qui a été adopté de manière définitive par le Parlement qui vise à durcir les critères d'accès à la nationalité par le droit du sol à Mayotte, là où jusqu'à présent à Mayotte, il fallait avoir un des deux parents en situation régulière depuis au moins 3 mois à la naissance de l'enfant pour qu'il puisse devenir français automatiquement à 18 ans. Il faudra maintenant que les 2 parents aient été en résidence régulière depuis 1 an tous les deux. Si ce texte passe le filtre du Conseil constitutionnel, ce qui n'est pas certain, mais au-delà de ça, la situation reste la même. C'est-à-dire que Mayotte, c'est un territoire dont le niveau de vie est 7 fois supérieur à celui des Comores. Et donc cette attractivité économique, sanitaire, éducative, elle est toujours aussi forte. Et les Comores sont toujours aussi peu coopératifs. Aujourd'hui, on n'a pas touché au droit du sol. Il a été adapté, mais on n'y a pas touché. Il n'est pas suspendu. Non. Parce qu'on en parle depuis... je me souviens de François Barouin qui en avait parlé, mais ça remonte à Mathusalem. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a 1 an maintenant, le ministre Darmanin, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, était allé avec la ministre de l'Outre-mer annoncer la suppression prochaine du droit du sol à Mayotte. Ce qui a été adopté par le Parlement concernant Mayotte, ça n'est pas une suppression du droit du sol. Effectivement, c'est un renforcement des critères d'accès. Il est évident que cette facilité d'accès à la nationalité, c'est l'un des facteurs d'attractivité de Mayotte, un facteur parmi d'autres. Aujourd'hui, il y a 2 grands éléments, 2 grandes raisons à cette situation. D'une part, les raisons économiques que j'évoquais. Mayotte est un îlot de prospérité relative entouré par des pays très pauvres dans l'océan Indien et en Afrique. Et des raisons politiques, on le sait, l'Union des Comores a une stratégie d'annexion par le bas de Mayotte qui se poursuit depuis des années. Chana, Emmanuel Macron a pris la parole dès son arrivée à Mayotte. Oui, il a fait le point sur la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Écoutez. Nous ne sommes pas, j'avais très clairement dit il y a 4 mois, nous ne sommes pas au moment d'une reconstruction pleine et entière. Là, on a fait face à l'urgence, on a rétabli les réseaux, on a tout fait pour que les écoles soient réouvertes, on est à 95%. Et on est maintenant au début d'une reconstruction durable de Mayotte. Et la reconstruction durable de Mayotte, pour qu'il n'y ait plus les bangas, on le sait très bien, c'est que nous arrivions à avoir des opérations pérennes de lutte contre l'immigration clandestine, ce qu'on a fait avec l'opération Requin en février dernier, qu'on arrive au décasage et à la reconduite beaucoup plus efficacement, et qu'on ait aussi des coopérations encore plus efficaces dans toute la sous-région. Et donc c'est ce qui doit être fait dans les mois à venir. Je n'ai aucune naïveté à cet égard. Bon. Commentaire, Nicolas Pouvremonti. Écoutez, le président de la République, ses moyens d'action se sont limités sur le sujet de Mayotte, puisque c'est le gouvernement qui détermine la politique migratoire de la nation. Là où il peut jouer un rôle, c'est éventuellement dans le champ diplomatique de nos rapports avec les Comores. Les Comores qui sont aujourd'hui une puissance hostile envers Mayotte. Les Comores envers lesquels l'Agence française de développement a engagé 250 millions d'euros d'aide publique au développement. Donc dans ce qui fait encore partie du domaine réservé du président de la République, il pourrait prendre des initiatives intéressantes.
Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, les étrangers détenteurs de titres de séjour territorialisés ne peuvent pas venir en métropole. C'est-à-dire que l'étranger qui arrive à Mayotte ne peut pas prendre un avion et atterrir à Paris. C'est ça, c'est-à-dire que la plupart des... Mais certains élus, je vous coupe, mais certains élus veulent changer cette règle. Exactement, c'est même une revendication forte des élus à Mayotte, ce qu'on peut comprendre. Il y a cette idée que Mayotte est un point de fixation. Le gouvernement a soufflé le chaud et le froid sur cette question. C'est-à-dire qu'il y a un an, Gérald Darmanin a annoncé sa volonté de mettre fin au caractère territorialisé de ces titres de séjour, parallèlement à la réforme du droit du sol à Mayotte. Il y a quelques semaines au Sénat, il était beaucoup plus réservé en expliquant que la situation de l'immigration à Mayotte ne permettait pas de lever cet obstacle. La deuxième position du deuxième Gérald Darmanin me semble plus raisonnable. C'est-à-dire que le risque, c'est de faire de Mayotte un point d'entrée vers la Réunion, vers la France métropolitaine, et d'avoir une sorte de nouveau Lampedusa en plein océan Indien. Kevin Bossuet, je voudrais que vous vouliez réagir. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, j'aimerais bien que M. Macron remette en cause son idéologie immigrationniste, puisqu'on voit en effet les ravages de l'immigration à Mayotte, et on parle d'une restriction du droit du sol, mais je pense qu'il faut remettre totalement en cause le droit du sol. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est utilisé au service d'une immigration massive, et je ne vois pas pourquoi on ne remettrait pas en cause cela. Bref, on voit le poids de l'immigration sur les services publics, on voit le poids de l'immigration sur l'insécurité, sur le quotidien des gens, et quand je vois une partie de la gauche ou de l'extrême gauche, en effet, défendre par exemple les bidonvilles, défendre cette immigration massive, elles le font à l'encontre notamment de ces catégories populaires, de ces gens qui ont le droit à la sécurité. On voit là l'hypocrisie de la gauche et on voit là en effet que son idéologie finalement se renverse sur le mur de la réalité. Un tout petit peu d'histoire. Comment Mayotte est devenue française? Tiens, qui veut répondre? Nicolas Pouvremonti. Alors, il me semble que Mayotte a d'abord fait l'objet d'un protectorat. Oui. C'était une île à part au milieu de l'archipel des Comores. Puis ensuite, l'ensemble des Comores sont devenues françaises. Les Comores ont pris leur indépendance en 1975. Ça a été l'avant-dernier pays à prendre son indépendance. Il y a eu Djibouti un petit peu après. Oui. Et Mayotte a choisi de rester française. C'est la seule île qui a voté pour le maintien. Et depuis lors, il y a un contentieux diplomatique qui est notamment porté au niveau de l'ONU par les Comores, qui considère que l'archipel devait devenir indépendant dans son intégralité et qu'on ne pouvait pas séparer sur la base de votes différenciés entre les îles. Une question très pragmatique. La France a un intérêt à conserver Mayotte française? En tout cas, c'est la volonté des populations sur place. Oui, ça... Évidemment, mais en termes tout à fait pragmatiques, quel est l'intérêt du pays? Alors, l'océan Indien, c'est une région stratégique, incontestablement. Oui. L'intérêt stratégique de Mayotte est moins important que celui d'autres territoires d'outre-mer. Il y a déjà la Réunion. Très clairement, il y a déjà la Réunion, absolument, qui est un département plus prospère, plus peuplé. Oui. Il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas se séparer d'un territoire français sans l'accord des populations. Mais cette question peut être posée, en tout cas, elle aurait peut-être mérité d'être posée dans les années 70, quand on a fait ce choix de garder Mayotte française, et elle aurait pu se poser en 2011 lorsqu'on a départementalisé Mayotte, parce qu'en départementalisant Mayotte, on a aussi renforcé un certain nombre de ses difficultés. Restez avec nous, Nicolas Pouvremonti. On va parler d'un autre sujet qui touche l'immigration irrégulière. Plusieurs associations de défense des migrants dans le viseur du Sénat, notamment les associations présentes dans les centres de rétention administrative. Financées avec l'argent des contribuables, elles sont pour la plupart jugées trop militantes et trop subventionnées. Toutes les explications de Sharon Camara. Dans les centres de rétention administrative, les étrangers en situation irrégulière attendent leur renvoi dans leur pays d'origine. Une période de transition durant laquelle ces détenus peuvent avoir accès à une assistance juridique uniquement réalisée par des associations. Pour le marché couvrant la période 2021 à 2024, 4 associations avaient été retenues pour remplir cette mission. La CIMAD, le groupe SOS Solidarité, Forum Réfugiés, COSI et France Terre d'Asile. Parmi leurs tâches, l'analyse juridique de la situation, le conseil et l'orientation vers les démarches adaptées, l'aide à la rédaction des demandes auprès des autorités administratives et judiciaires compétentes, ainsi que la mise en relation avec un avocat. Une assistance juridique dont le coût a augmenté de 30% entre 2019 et 2023, alors qu'en parallèle, le nombre de personnes effectivement retenues dans les centres est passé de 50 086 à 40 056 par an durant la même période. Nicolas Pouvremonti, si je devais résumer de façon un peu triviale ce qui se passe, il y a des associations qui jouent contre l'intérêt de la France, oui, dans l'ECRA, et qui font tout pour empêcher les expulsions. Très clairement, l'État a choisi de confier l'assistance juridique dans l'ECRA
à des associations dont le but politique, militant, affiché est d'empêcher tout éloignement. La CIMAD, qui est aujourd'hui la principale bénéficiaire, association bénéficiaire de cette délégation d'aide juridique, et c'est une association qui affirme par exemple dans sa communication que les frontières tuent. Mais globalement, l'état d'esprit est le même chez toutes ces associations, il y en a 5 principales bénéficiaires. L'idée, c'est de massifier les recours pour empêcher autant que possible les éloignements des individus dans les CRA. Dans les CRA, le taux d'éloignement, c'est-à-dire la réussite des gens qu'on arrive effectivement à renvoyer après qu'ils aient été dans ces centres de rétention, c'est à peine 40%, 36%. Ça tient d'abord et avant tout à des libérations par le juge, libérations sur lesquelles ces associations jouent un rôle systématique, proactif de SAP finalement. Et c'est aujourd'hui d'autant plus problématique que les profils en centre de rétention sont, il faut le rappeler, des profils dangereux, qui sont à 90% connus pour représenter une menace pour l'ordre public ou pour avoir fait l'objet d'une condamnation pénale récente. Et donc la question de la responsabilité civique de ces associations se pose quand même posée sérieusement. Qu'est-ce que ça changerait si c'était l'Office français de l'immigration qui gérait les CRA et non plus les associations, comme le réclame la sénatrice Marie-Carole Sientru qui était avec nous à votre place à 7h10. Absolument. Écoutez, je pense que ça changerait 2 choses. D'abord, il y a un enjeu financier, on l'a dit. Oui. Le montant consacré à l'assistance juridique par ces associations a doublé. C'est marginal par rapport C'est ce que j'allais dire. à l'immigration. C'est plus politique que financier. Absolument. Et la question est bien plus clairement politique. Le service juridique de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui assurait ce rôle le ferait de manière neutre, de manière légitime, parce que chacun a le droit à une défense, y compris dans les centres de rétention. Il n'y aurait pas ce travail de SAP systématique. Et plus globalement, la délégation faite à ces associations pour l'assistance juridique dans les CRA, ça a été évoqué tout à l'heure par la sénatrice Sientru, elle renvoie à la question plus globale des financements de ces associations par l'État dans le cadre de sa politique d'immigration. Ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, ça n'est pas tellement l'assistance juridique dans les CRA, c'est le fait qu'on leur délègue l'hébergement des demandeurs d'asile, et hébergement qui coûte environ 1 milliard d'euros par an. Donc cette manne, finalement, demain, elle pourrait être reprise en main par l'État ou pourquoi pas assurée par des acteurs privés à but lucratif qui n'auraient pas cette dimension politique et subversive. Ah oui, des acteurs privés, c'est vrai. Ça se voit dans d'autres pays ? Ça se voit dans d'autres pays. Le CESEDA, donc le Code de l'entrée et du séjour des étrangers, précise un certain nombre de règles pour que, par exemple, les CRA soient gérés avec des normes hôtelières. Les CADA, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile aussi. Demain, on pourrait envisager que des acteurs privés assurent le fonctionnement normal d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, qui n'est pas un centre de rétention, où les profils ne sont pas forcément dangereux, et ça ne financerait pas, presque par inadvertance, finalement, l'autre volet de l'activité de ces associations, au-delà de la gestion de ces centres, qui est un volet strictement politique, militant, de lutte contre le contrôle de l'immigration. Merci beaucoup Nicolas Pouvremontier. Merci d'être venu ce matin, ce lundi de Pâques, C'est toujours nous éclairer sur ces questions.